sommes le 15 janvier 2021, il est 12h40. Il fait moins 0,5 degrés Celsius. Au rachat de Carrefour par le Canadien Couche-Tard. Le ministre de l'économie l'a précisé ce matin à la télé en invoquant la souveraineté sanitaire de la France. Gérald Roux de la cellule Vrai du Faux est avec nous. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Comment l'État peut-il s'opposer à ce genre d'opération ? Alors déjà, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il existe un dispositif qui permet à la France de contrôler certains investissements étrangers, donc dans le pays. Il y a une procédure d'autorisation préalable du ministère de l'économie pour les secteurs comme la défense nationale, mais aussi des secteurs qui peuvent toucher l'ordre public et des activités essentielles à la garantie des intérêts du pays. Mais alors, est-ce que ça concerne une activité comme celle de Carrefour ? En théorie, oui, pour plusieurs raisons. Depuis l'an dernier, une loi sur les entreprises, la loi Pacte, dont on a beaucoup parlé, permet une protection de la grande distribution face aux investissements étrangers. La loi dit notamment ceci: la production, la transformation ou la distribution de produits agricoles font partie des secteurs stratégiques protégés. En tant que première enseigne de grande distribution française, eh bien Carrefour entre théoriquement dans ce cadre. Et il y a aussi d'autres règles, Gérald, qui permettent à l'État de considérer que Carrefour doit être protégé. Oui, au niveau de l'Union européenne, il est prévu que la distribution de certains produits doit être protégée. Graisse alimentaire, préparation de viande, de poisson, des préparations de légumes, boissons fermentées comme le cidre, vinaigre, sucre, des denrées, des produits qui sont distribués par Carrefour. Il est aussi précisé que la distribution de ces produits doit contribuer à assurer à la population l'accès à une alimentation de bonne qualité, en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous et favorisant l'emploi, la protection de l'environnement. Voilà. Gérald Roux de la cellule Vrai du Faux de France Info. Merci Gérald. Des nouvelles de la Bourse de Paris tout de suite. Et elle est en baisse ce midi, Marjorie Ancelot. Effectivement, le CAC 40 retombe de 1% à 5620 points avec plus des 3/4 des entreprises de l'indice qui sont en baisse. Vous en parliez, Carrefour perd encore 4%. Sinon, pas de raison particulière à la baisse du CAC 40 aujourd'hui, si ce n'est que, comme souvent en bourse, les investisseurs vendent la nouvelle après avoir acheté la rumeur. C'est un dicton en bourse. Voilà, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, surtout si cette nouvelle est sans surprise, conforme aux attentes. Et la nouvelle, quelle est-elle ? Eh bien, Joe Biden a présenté hier soir le nouveau plan de relance pour les États-Unis, première économie mondiale où toutes les entreprises du CAC 40 font des affaires, mais depuis le début de l'année, les boursiers avaient déjà misé sur ce plan. Ils attendent maintenant d'en connaître les effets. Marjorie Ancelot du journal Investir. Bouygues Télécom, David, Daniela et leurs enfants déménagent de Dieppe à Dijon. Et à cette occasion, ils désirent doter leur nouveau domicile de la fibre sans trop dépenser. Eh bien, David et Daniela, nul doute, cette offre vous est dédiée. En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à 14,99 € par mois pendant un an, puis 28,99 € par mois avec Bbox Fit. Et oui, la fibre à 14,99 € seulement. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. France Info, midi 14h, Marie Bernardo. Et nous serons dans quelques secondes en Arabie Saoudite où le rallye Dakar vient de s'achever, mais de s'achever avec la mort d'un motard. C'est juste après le fil info, midi 50. Édouard Marguier. La préfecture maritime annonce sur France Info mettre fin aux recherches au large du Calvados, lancées pour tenter de retrouver 3 marins portés disparus. Recherche terminée, car vu les conditions, une mer à 10 degrés à peine, il y a peu d'espoir que les marins soient retrouvés vivants plus de 24 heures après le naufrage de leur chalutier. Il y a désormais 833 centres de vaccination contre le Covid ouverts en France, dit Olivier Véran pour le ministre de la Santé. L'objectif d'1 million de vaccinés sera atteint à la fin du mois, 2,5 millions en février. Nous sommes à Fur-de-Nem. Lundi pour les plus de 75 ans ou pour ceux qui risquent de développer une forme grave du Covid, comme les personnes traitées pour cancer ou celles atteintes d'insuffisance rénale. Pour en bénéficier de cette vaccination, il faut s'inscrire et c'est possible sur internet sur santé.fr
ou par téléphone au 0800 009 110. En parallèle, les restrictions anti-Covid se renforcent. Couvre-feu à 18h à partir de demain partout en France. 37 morts en Indonésie, c'est le dernier bilan du séisme sur l'île de Célèbes. Les secours sont toujours en train de fouiller les décombres. Tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter la nuit dernière. La 20e journée de Ligue 1 de football débute ce soir. Monaco reçoit Montpellier à 21h. En revanche, le match entre Lorient et Dijon prévu dimanche est reporté en raison de cas de Covid-19, vient tout juste d'annoncer la Ligue. France Info. Et nous rejoignons Jean-Pierre Blimaud en Arabie Saoudite, envoyé spécial de France Info sur le rallye Dakar. Le Dakar qui s'achève donc sur un deuil. Le pilote français Pierre Cherpin est mort. Motard amateur, Jean-Pierre, victime d'un accident dimanche dernier dans le nord du pays. Il est mort lors de son transfert en France. Oui, c'est au moment où les motards étaient les premiers à franchir la ligne d'arrivée que la triste nouvelle a été confirmée par l'organisation. Pierre Cherpin, accidenté dimanche dans le nord du pays, est mort dans l'avion qui devait le rapatrier en France cette nuit. Le Lillois de 52 ans avait lourdement chuté lors de la 7e étape. Inconscient, il avait été transporté par hélicoptère dans un hôpital du Nord, opéré en urgence en neurochirurgie. Il avait ensuite été placé en coma artificiel pour éviter qu'un œdème au cerveau ne se développe. Souffrant aussi de fractures au niveau des côtes, les médecins le surveillaient également pour éviter un œdème pulmonaire. Son état s'était stabilisé, les médecins ont jugé qu'il pouvait être transporté vers l'hôpital de Jeddah, puis rapatrié en France, et c'est durant ce trajet qu'il a succombé. Pierre Cherpin faisait partie de la catégorie des motards amateurs qui roulent sur le Dakar avec beaucoup de passion, mais avec peu de moyens. Passionné de moto, mais aussi de voile, il participait à son 4e Dakar, après avoir disputé les 3 autres en Amérique du Sud, en 2009, 2012 et 2015. Absent l'an dernier de la première édition en Arabie Saoudite, il souhaitait profiter de ce 2e Dakar dans le royaume du Golfe pour découvrir de nouveaux horizons. Le Dakar, Jean-Pierre, qui s'achève sur la nouvelle victoire de celui que l'on nomme Monsieur Dakar. Oui, dans ce Dakar endeuillé, il y a un grand vainqueur, Stéphane Peterhansel. Il n'avait pas remporté ce rallye raid depuis 3 ans. Il s'est imposé tout en maîtrise à 55 ans. Après les égarements dans le désert de 3 de ses principaux rivaux, les Espagnols Nani Roma, Carlos Sainz, mais aussi du Français Sébastien Loeb qui revenait dans l'épreuve, mais qui a dû abandonner lors de la 8e étape. Très vite, le Franc-Comtois n'a eu qu'un seul véritable adversaire direct, Nasser Al-Attiyah. Mais le Qatarien, trop inconstant, n'a jamais pu rattraper le retard qu'il avait pris en début de compétition. Avec seulement une seule victoire d'étape, mais une régularité exemplaire, Stéphane Peterhansel a donc géré son avance au classement général avec beaucoup de maîtrise. La dernière étape l'a encore démontré, Peterhansel a pris la 3e place, laissant le soin à Carlos Sainz de s'imposer. Mais c'est bien lui qui rafle une 14e victoire en 31 participations. Lui qui avait commencé à collectionner les succès avec 6 titres en moto avant de basculer en auto et d'aligner aujourd'hui son 8e succès dans cette catégorie. Stéphane Peterhansel qui a montré beaucoup d'émotions dimanche dernier en apprenant la mort d'un autre monsieur Dakar, Hubert Auriol. Comme lui, l'ancien directeur de l'épreuve avait réussi l'exploit de gagner à la fois en auto et en moto, comme si ce Dakar 2021 décidément devait être frappé du deuil. Jean-Pierre Blimaud en Arabie Saoudite, envoyé spécial de France Info sur ce rallye Dakar. Un anniversaire maintenant, celui de Wikipédia qui fête ses 20 ans. L'encyclopédie en ligne créée le 15 janvier 2001 est l'un des sites les plus visités du monde. 500 millions de personnes y passent chaque jour et Wikipédia est devenu, Farida Noir, l'un des vecteurs privilégiés d'informations pour se renseigner sur la pandémie. Pour preuve, en avril dernier, pendant le confinement, la page dédiée à la pandémie de Covid-19 a frôlé les 1 million de consultations sur Wikipédia. Plus de 200 000 consultations tous les mois depuis. Une forte demande et un immense défi, analyse Marie-Noël Doutrex, auteur de l'ouvrage Wikipédia et l'actualité. Les Wikipédiens, dans ce genre de cas assez délicat, essaient de mettre un maximum de références pour respecter le principe de vérifiabilité. Donc là, on retrouve sur cet article plus de 960 références différentes, ce qui permet donc d'assurer une certaine qualité des informations présentes sur cette page. De plus, les chiffres qui sont donnés en termes de bilan de morts ou de cas liés au Covid-19 sont reliés à l'OMS directement afin de s'assurer d'avoir des chiffres le plus fiables possible. L'article concernant la pandémie en France est ainsi veillé aujourd'hui par 280 Wikipédiens, contributeurs et sentinelles d'une information juste. Article doublé d'une protection numérique, précise aussi Rémi Gerbet, délégué opérationnel de l'association Wikimedia France. Il a une protection qui s'appelle semi-longue, c'est-à-dire que les contributeurs anonymes, c'est-à-dire sous adresse IP, qui ne se créent pas de compte,
ou les contributeurs récents ne peuvent pas éditer l'article. Donc cela permet d'éviter déjà tout le petit vandalisme de personnes qui arrivent et qui veulent ajouter une information comme ça sur Wikipédia. C'est totalement impossible. Mais ça, on le voit très vite. En fait, il y a des patrouilleurs sur Wikipédia, des gens qui vont surveiller régulièrement l'encyclopédie. Et lorsqu'il y a un petit peu débat ou une position qui est prise peut-être par un Wikipédien qui souhaite emmener l'article vers peut-être une certaine orientation politique, je n'en sais rien, à ce moment-là, en général, cela enclenche une discussion au sein de ce groupe wikipédien. Et l'objectif de l'encyclopédie est toujours d'aller vers la neutralité de point de vue. Donc c'est à chaque fois une décision très démocratique. Quand on voit qu'on en a plusieurs centaines qui suivent quasiment heure par heure ces pages, ces articles-là, pour les protéger, quand on espère on sortira de cette pandémie, je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant à retirer de cette immense mobilisation bénévole pour assurer une information fiable et de qualité. Une page consacrée à la désinformation sur le Covid-19 a aussi été créée. Reportage signé Farida Noir qui nous amène à l'actualité des nouvelles technologies. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Marie-Bernardo, bonjour à tous. On se transforme en personnage Pixar aujourd'hui avec l'application Toonme, Jérôme. Toonme qui fait un carton en ce moment. Oui, Toonme, depuis quelques jours dans le peloton de tête des applications les plus téléchargées sur les magasins d'applications des smartphones. Juste derrière Signal, l'application, vous savez, concurrente de WhatsApp. Alors Toonme, c'est quoi? Eh bien, c'est une appli pour s'amuser qui permet à partir d'une simple photo de vous transformer en toon, c'est-à-dire en personnage de dessin animé. Ça fonctionne à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. C'est le genre d'application dont on raffole en général. Et parmi les résultats proposés, ce qui a le plus de succès, ce sont les images à la manière des personnages de Disney Pixar, hein, vous savez, style un peu Reine des Neiges. Et d'ailleurs, Marie, j'ai fait le test, vous êtes magnifique en Reine des Neiges. Alors on voit même circuler sur les réseaux sociaux des images de stars ou de personnalités politiques comme Emmanuel Macron ou Jean Castex qui sont passés à la moulinette de Toonme. Et c'est amusant, c'est même plutôt flatteur dans certains cas, ça les rend assez sympathiques. Effectivement, je le fais depuis hier, Jérôme, avec nos collègues un peu partout, on s'amuse beaucoup. Sauf que, c'est bien, attention, ça fait pas perdre de temps en plus. Attention cependant, Jérôme, parce que cette application Toonme, elle est assez gourmande en données personnelles. Oui. Absolument, c'est le cas de toutes les applications ludiques de ce genre en fait, hein, comme rappelez-vous FaceApp qui avait connu un beau succès ces dernières années, cette application russe qui vieillit les visages de manière hyper réaliste. Alors en fait, Toonme, il y a plusieurs applications Toonme différentes sur les stores, elles sont éditées par différentes entreprises américaines, britanniques, mais aussi apparemment chinoises. L'une des plus connues a été développée par une société russe du nom de Vikman. Alors déjà, il faut savoir que lorsque vous téléchargez l'application qui est gratuite, certes, vous pouvez l'utiliser un certain temps, faire un certain nombre de choses, mais après, on va très vite vous demander de payer pour accéder à des fonctions supplémentaires. Et puis surtout, le souci, c'est la récupération et l'exploitation possible de certaines données comme les noms, adresses e-mail, possiblement même des informations provenant de vos réseaux sociaux. Certaines applications demandent même l'accès aux images qui sont stockées sur votre smartphone. Alors, dans les conditions générales d'utilisation, on peut lire que ces informations peuvent être utilisées à des fins marketing, même s'il est précisé que lorsqu'on n'est pas inscrit, qu'on n'est pas vraiment connecté sous son nom, eh bien les images sont effacées au bout de 2 semaines des serveurs de l'entreprise. Donc en fait, la solution pour s'amuser en préservant ses données personnelles, eh bien c'est d'utiliser Toonme sur le web, en version web, sans télécharger l'appli, car dans ce cas, il n'y a aucune identification qui est demandée. Et ouais, qu'on puisse rigoler un peu quand même. En ce moment, tout est bon à prendre. Jérôme Colombin, merci. France Info Météo. Avec meilleurtaux.com, comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Il y a encore un peu de neige dans l'Est, Elodie Calac. Oui, des chutes de neige de plus en plus faibles qui progressent de la Franche-Comté vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. Attention toujours au fort risque d'avalanche sur le nord des Alpes. Près des Pyrénées et sur Midi-Pyrénées, un petit peu de pluie, de la neige vers 1000 mètres. On trouve quand même quelques éclaircies de la Bretagne aux Landes. Elles sont beaucoup plus belles de la Touraine vers la Normandie, le nord de la Seine, le bassin parisien jusqu'aux frontières du nord. Et puis des éclaircies aussi du Roussillon jusqu'au sud des Alpes. La Côte d'Azur et la Corse gardent un temps quand même instable avec un risque d'averse. Et puis on a beaucoup de vent en Méditerranée, 110 km/h pour la tramontane. Et les températures, elles sont en baisse, Elodie? Exactement, -1 à 4 degrés sur un grand quart nord-est. Ça monte en allant vers l'océan jusqu'à 10 degrés et 13 pour la Méditerranée. Elodie Calac de Météo France, soyez les bienvenus, il est 13h. France Info, midi 14h, Marie-Bernardo. Et l'info, c'est avec Laurent Doulsan. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. À la une, la détresse des étudiants touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Leurs représentants
rapides aménagements dans les universités et il n'y a pas d'autres assouplissements pour l'instant à l'ordre du jour. Demain, couvre-feu à 18h pour tout le monde et déjà un souci, comment faire ses courses après le travail. Le patron de Système U, on l'entendra, prévoit d'ouvrir ses magasins plus tôt le matin. La SNCF peine à sortir du rouge en raison notamment des restrictions sanitaires qui se poursuivent. La fréquentation reste en baisse sur les premiers jours de 2021. Et puis Joël Dicker, Guillaume Musso et le concours Hervé Le Tellier, ce sont les trois auteurs qui squattent le haut des classements des meilleures ventes de livres. L'Institut GFK et Livre Hebdo publient aujourd'hui leur palmarès 2020, une année très spéciale qui a redonné aux Français le goût de la lecture. Et dans un quart d'heure, Laurent Elise de la rédaction internationale de France Info nous dira quelles mesures prennent nos voisins européens face au regain de l'épidémie et face aux variants du Covid-19. Les étudiants font donc partie des déçus de la conférence de presse de Jean Castex hier soir. Le Premier ministre ne leur a pas laissé entrevoir de grandes améliorations dans les universités où le distanciel est toujours de mise. Le seul changement pour l'instant, c'est la possibilité pour les étudiants de première année de retrouver des travaux dirigés en demi-groupe à partir du 25 janvier. Bonjour Alexis Morel. Bonjour Laurent. Spécialiste éducation de France Info. Les syndicats d'étudiants ont été reçus ce matin par Jean Castex, mais il n'y a pas pour l'instant de nouvelles avancées. Oui, ils sont plutôt déçus car ils espéraient, ces syndicats étudiants, une date de reprise plus large, une perspective pour tous les étudiants, toutes les promotions. Or, l'exécutif ne s'engage pour l'instant que sur la date de retour des premières années, vous le disiez, en demi-groupe pour les travaux dirigés à partir du 25 janvier. Pour les autres, c'est moins précis. Le retour progressif des deuxième, troisième années, des masters, c'est bien l'objectif, mais il sera conditionné à l'évolution de la situation sanitaire. Pourtant, le conseil scientifique lui-même recommande ce retour des étudiants dans les amphis pour le second semestre, avec bien sûr des jauges de 25 ou 50%, car le constat d'urgence est partagé sur le mal-être croissant de ces jeunes, tentatives de suicide, tensions autour des partiels ces derniers jours, et 30% de consultations psy en plus dans certaines universités, de l'aveu de la ministre elle-même, Frédérique Vidal, qui promet d'ailleurs le doublement du nombre de psychologues universitaires. Les organisations étudiantes demandent aussi un chèque santé mentale pour permettre aux jeunes d'aller consulter auprès de la médecine de ville. Merci Alexis. Toute la France sera soumise à partir de demain à un couvre-feu dès 18h pour au moins 15 jours, a dit hier soir le Premier ministre Jean Castex, tout en n'excluant pas un reconfinement si l'épidémie prend plus d'ampleur. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, invité ce matin de France Info, a confirmé que ce reconfinement restait, je cite, une option sur la table. Il est également revenu sur les contrôles aux frontières renforcés et sur les tests obligatoires pour tous ceux qui reviennent de pays hors de l'Union européenne. Selon Gabriel Attal, la mise en place de tests obligatoires entre pays de l'UE est aussi tout à fait possible. La France fera selon lui des propositions dans ce domaine la semaine prochaine lors d'un conseil européen. Ce n'est pas encore la pénurie au rayon pâtes ou papier toilette dans les supermarchés, mais on observe depuis quelques jours des achats de précaution. C'est ce qu'a constaté le patron de Système U, invité ce matin de France Info, à la veille de l'instauration du couvre-feu à 18h. Les magasins U envisagent d'ouvrir plus tôt le matin pour permettre à leurs clients de faire leurs courses, comme explique le président de Système U, Dominique Schelcher. Certains magasins ouvriront peut-être même à 7h ou 7h30 pour permettre à certains clients effectivement de s'arrêter plus tôt. Les clients en fait déplacent un peu leurs achats vers le samedi évidemment parce qu'ils sont plus disponibles le samedi, donc la journée de samedi est renforcée, nous y sommes très attentifs. Il y a aussi un petit afflux le mercredi, donc ces jours-là on va les surveiller davantage. C'est vrai que dans beaucoup de départements l'ouverture du dimanche est autorisée. Elle ne sera pas systématique chez nous. Chaque patron de magasin indépendant, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, en fonction de sa situation locale, analysera la situation et ouvrira peut-être le dimanche s'il estime qu'il en a besoin pour mieux étaler les flux ou éventuellement récupérer du chiffre d'affaires qu'il n'aurait pas fait dans la semaine. Le patron de Système U, Dominique Schelcher. La priorité des priorités, c'est le vaccin, a aussi déclaré hier soir Jean Castex, en détaillant avec son ministre de la Santé la marche à suivre pour les plus de 75 ans. Après un démarrage poussif hier, le site santé.fr doit monter en puissance pour permettre à la prise de rendez-vous. Les candidats au vaccin disposent aussi maintenant d'un numéro vert pour s'inscrire. On le redonne, c'est le 0800 009 110. Une chose est sûre, les plus de 75 ans qui désirent se faire vacciner sont très nombreux et les plateformes de prise de rendez-vous sont prises d'assaut. En Mayenne, par exemple, celle du conseil départemental fonctionne du lundi au samedi de 8h à 20h pour satisfaire la demande. Reportage de Germain Treille.
Au premier étage de la caserne des sapeurs-pompiers de Laval, des opérateurs répondent aux premières sollicitations. Bonjour monsieur. Vous habitez où monsieur? Plutôt 10h 9h? Ok, d'accord, je vais déjà vous donner la date de votre deuxième injection. Les deux rendez-vous sont notés, un SMS ou un mail aussitôt envoyé aux patients qui, en fonction de leur adresse, sont orientés vers l'un des centres de vaccination. Les 3 premiers ouvriront lundi dans le département. Ils nous posent beaucoup de questions, ils sont un peu inquiets. En 5 minutes, on est capable de leur donner leurs 2 dates d'injection, donc ça c'est hyper rassurant. Les opérateurs s'attendent à des centaines d'appels quotidiens. Il va falloir faire preuve de patience, souligne le patron du SDIS 53, le colonel Marc Auro. On est aujourd'hui sur une prise d'appel entre 4 et 5 minutes par personne, le temps de bien prendre les renseignements. Cette plateforme téléphonique, c'est l'outil qui doit permettre de retrouver une vie normale, assure Olivier Richefou, le président du département. C'est une task force et on peut la monter parce qu'on a les pompiers avec nous. C'est opérationnel, ça n'arrête pas. Ça veut dire que les Mayennais ont envie de se faire vacciner. Et moi, je suis heureux qu'ils aient envie de se faire vacciner, parce qu'on sait que c'est la seule solution pour s'en sortir. À partir de lundi, la deuxième étape de la campagne de vaccination anti-Covid concernera les personnes âgées de plus de 75 ans hors EHPAD et les personnes à haut risque. Guillaume, Germain Treille de France Bleu Mayenne, qu'on salue au passage. La préfecture maritime de la Manche annonce la fin des recherches des 3 marins disparus hier soir au large de Ouistreham dans le Calvados. Elle explique que dans une eau à 9 ou 10 degrés, il n'y a plus aucune chance de les retrouver vivants. Le chalutier des 3 hommes avait coulé hier soir alors qu'il était remorqué par des sauveteurs en mer après une avarie. Encore un début d'année compliqué pour la SNCF après un cru 2020 catastrophique et au moins 5 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire. Les trains, aussi bien les TER que les TGV, sont loin d'avoir retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant l'épidémie. Les perspectives s'annoncent assez sombres en vue des prochaines vacances. Raphaël Ebenstein. Les TGV circulent plus qu'à moitié vide depuis la fin des vacances de Noël. En moyenne, précisément, 55% de places libres. Une fréquentation largement insuffisante pour la SNCF, génératrice de pertes financières, alors même que l'offre a été un peu réduite avec seulement 3 TGV sur 4 en circulation. Plus inquiétant encore, les réservations s'affichent en baisse de 70% pour le mois de février, de 80% pour mars. L'espoir prudent est d'un rebond de fréquentation à partir de l'été si les conditions sanitaires s'améliorent. Et la SNCF promet d'ailleurs une nouvelle grille tarifaire pour juin ou juillet, au moment où de possibles concurrents comme l'italien Tello pourraient précisément se lancer sur certaines lignes de TGV, dont Paris-Lyon, la plus rentable d'entre elles. Raphaël Ebenstein. Encore des ennuis judiciaires pour Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour trafic d'influence. Une enquête qui vise cette fois-ci les activités de conseil en Russie de l'ancien président de la République. Il va devoir s'expliquer sur les raisons de sa rémunération par une société d'assurance russe. Enfin, Joël Dicker, Guillaume Musso et Hervé Le Tellier. Voilà le tiercé gagnant des auteurs les plus lus l'année dernière. L'Institut GFK, en partenariat avec Livre Hebdo, vient de livrer son traditionnel classement des meilleures ventes. Au terme de cette année très particulière, les Français se sont rués en masse dans les librairies juste avant Noël. Et vous, c'est Laurent Doulsan, c'est bien ça? C'est bien ça. À tout de suite. Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseillers injoignables. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, la néobanque pensée pour les PME. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des dépenses en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 € par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, la néobanque au service des pros. Voir conditions sur conto.com. France Info, midi 14h, Marie-Bernard Margot. Comment améliorer, comment renforcer le protocole sanitaire dans les écoles et notamment à la cantine. On y consacre les prochaines minutes avec le maire d'Alfortville qui est notre invité juste après le fil info. 13h10, Laurent Doulsan. La préfecture maritime de la Manche annonce la fin des recherches des 3 marins disparus hier soir au large de Ouistreham. Elle explique que dans une eau à 9 ou 10 degrés, il n'y a plus aucune chance de les retrouver vivants. Le chalutier des 3 hommes avait coulé hier soir alors qu'il était remorqué par des sauveteurs en mer après une avarie. Pour Jean Castex, la priorité des priorités, c'est le vaccin. En présentant hier soir les nouvelles mesures sanitaires,
Le Premier ministre a défendu la stratégie vaccinale de son gouvernement et détaillé le mode d'emploi pour les plus de 75 ans qui peuvent désormais recevoir une première injection. Montée en puissance du site santé.fr pour organiser les rendez-vous et mise en place aussi d'un numéro vert pour s'inscrire, 0800 009 110. La principale mesure annoncée hier, c'est le couvre-feu à 18h étendu à tout le territoire pour au moins 15 jours. Mais l'exécutif garde sous le coude la solution reconfinement si les chiffres de l'épidémie s'aggravent. Une option reconfinement qui est bel et bien toujours sur la table, prévient le porte-parole du gouvernement invité ce matin de France Info. Gabriel Attal qui affirme aussi qu'une version plus dure des contrôles sanitaires aux frontières est à l'étude. Il est possible qu'il concerne bientôt les pays de l'Union européenne entre eux. Hier soir, Jean Castex avait annoncé des tests obligatoires pour ceux qui reviennent de pays n'appartenant pas à l'UE. Tremblement de terre la nuit dernière en Indonésie, un séisme de 6 degrés 2 qui a frappé notamment l'île des Célèbes. Il y a au moins 37 morts et des centaines de blessés, bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent. Entrée en matière parfaite pour les handballeurs français au mondial, organisé cette année en Égypte. Les Bleus remportent leur premier match face à la Norvège, vice-championne du monde en titre, sur le score de 28 à 24. France Info. Couvre-feu à 18h. À partir de demain, partout, contrôle aux frontières et protocole sanitaire renforcé dans les écoles et notamment à l'heure du repas, dans les cantines. Donc, le maire PS d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, est avec nous. Bonjour, Luc Carvounas. Bonjour. Je vous propose pour commencer qu'on écoute ce que pense de tout ça Olivier Flippo. Il dirige une école primaire à Cergy et c'est le délégué du syndicat d'enseignants UNSA dans le Val d'Oise. On en discute ensuite. D'abord, ça dépend un peu de chaque structure. Chaque école fonctionne différemment. En plus, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait du personnel en conséquence. Et c'est, à mon avis, un des points qui va faire défaut. C'est-à-dire que clairement, les équipes ne sont pas forcément en nombre suffisant pour ça. Et encore une fois aussi, il va falloir que les communes, qui souvent sont obligées de compenser, trouvent des solutions. Recruter effectivement des personnels supplémentaires, c'est compliqué. Et puis, effectivement, il faut les payer. Et visiblement, Luc Carvounas, ça risque d'être un casse-tête, effectivement, de renforcer les mesures à l'école et à la cantine. Un casse-tête, pour être tout à fait franc, non. Mais que vous compreniez, que vos auditeurs comprennent très bien la situation. C'est que je suis toujours surpris, moi, comme maire d'une commune de 45 000 habitants, de voir finalement que les décisions sont prises sur le temps de la pause méridienne, donc le temps périscolaire, qui relève de l'autorité du maire dans chaque commune de France, sans aucune concertation avec les associations d'élus locaux. Je suis le président de l'association des maires du Val-de-Marne, pas un coup de fil des services de l'État pour nous indiquer ce qui allait être annoncé à la conférence de presse. Je suis secrétaire général de la MIF, et on est de même. Donc, on ne nous concerte pas, on nous dit bon voilà comment les choses vont s'organiser. Après... Mais qu'auriez-vous proposé alors, Luc Carvounas, qu'auriez-vous proposé si vous aviez été consulté? Eh bien écoutez, on aurait d'abord demandé à l'État quelle est la prise en charge financière des dépenses supplémentaires que les villes pourraient être amenées à engager si nous devions élargir la plage horaire pour les deux services, comme ça se passe dans la commune, un service à 11h30, un autre service à 12h30. On nous dit que peut-être il faudra élargir le temps de la pause méridienne, contact, mais ça veut dire que nos animateurs qui encadrent avec le personnel municipaux nos élèves, moi j'ai 4200 élèves scolarisés en maternelle et en primaire, 3000 d'entre eux, quasiment 80%, vont à la cantine. À un moment donné, moi je suis partie prenante, je l'ai toujours dit, comme tous mes collègues maires dans cette crise sanitaire. Pas plus tard qu'hier après-midi, je faisais un reporting avec mes services. La ville, depuis le 17 mars, date du premier confinement, a engagé 1,7 million d'euros de dépenses non prévues pour faire des masques. Moi, j'ai déjà mis, depuis la rentrée de septembre dernier, les parents en plexi sur le temps de la pause méridienne parce que ça relève de mon autorité. Donc, on a déjà une pratique. Le plexiglas, il existe toujours à la cantine chez vous à Alfortville? Bien sûr. Je fais partie de toutes les communes qui ont voulu le mettre en place. Tout ça a des coûts induits. Aujourd'hui, la directrice académique nous dit quoi? Elle nous dit que, de toutes les manières, cette nouvelle mise en œuvre sur le temps de la pause méridienne, le temps du midi, devra être mise en œuvre au plus tard le 25 janvier
prochain. Donc toutes les communes ont un peu de temps pour s'y préparer si vous avez un peu de retard dans l'organisation. Mais tous les maires de France ont de toutes les façons nos ADSEM, les personnels municipaux et les encadrements. Est-ce que vous avez le personnel suffisant pour rallonger par exemple la durée du service? Oui, puisque j'ai le personnel pour encadrer jusqu'à 13h30, je l'aurai pour encadrer jusqu'à 14h s'il le faut. Et là encore, vous savez, quand les décisions sont prises finalement sans la concertation que j'appelle souvent du bon sens, que sont le bon sens des maires, ça nous crée des petites difficultés. Et moi j'aimerais que le gouvernement prenne un peu plus langue dans le dialogue avec les associations d'élus locaux. Aujourd'hui on est totalement écarté de toute prise de décision et d'échange. Luc Carvounas, pas de sport en intérieur non plus à l'école, on le remplace par quoi? On se contente de l'étude pour tout le monde parce que l'animateur de karaté ne va pas forcément pouvoir enseigner les échecs. Ça va poser des problèmes évidemment parce qu'il faut que nos petits puissent quand même faire du sport, mais là en l'occurrence soit ils vont le faire dehors dans le froid et pas de meilleures conditions, mais c'est une réalité. Notre centre aquatique, on va devoir le fermer, je l'avais réouvert pour les scolaires, même si par rapport aux délégataires ça coûte de l'argent, parce que ça me semblait important. Mais même les équipements sportifs en lieu clos fermés au-delà de nos enfants, ça va aussi pénaliser sur le temps, pour le coup du soir, des associations, des pertes de recettes. Bon, il faut le faire de toutes les façons. On ne peut pas critiquer des décisions gouvernementales qui vont dans le sens de combattre cette crise sanitaire. Moi, avoir écouté Jean Castex hier soir, je vais vous dire mon sentiment. J'ai l'impression qu'il prépare déjà les esprits à un confinement général dans 15 jours. Voilà ce que j'ai compris. Donc, alors on va procéder par telle étape, telle étape. Vous savez, les Français, c'est pas des enfants, ils savent très bien où on en est. Je pense qu'il faudrait qu'on leur parle avec un peu plus de responsabilité plutôt que de cette conduite à l'aveugle et ce sentiment d'y aller par saccade. Et c'est comme ça qu'on perd la confiance de nos compatriotes. Et vous regrettez donc de ne pas avoir été consulté. Merci beaucoup, Luc Carvounas, d'avoir répondu à l'invitation de France Info cet après-midi. Maire PS d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. J'accueille à présent Élise Delève de la rédaction internationale de France Info. Bonjour Élise. Bonjour. La France soumise donc à un couvre-feu à partir de 18h dès demain, écoles et commerces ouverts. Le pays semble choisir une stratégie moins lourde que ses voisins européens. Commençons d'abord par les écoles. Élise, que font nos voisins? Alors sur l'ouverture des écoles, la France est un peu isolée en Europe, mais pas seule. Et quelques pays ont choisi la même stratégie et ont laissé leurs établissements ouverts, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. Dans ce pays, les moins de 14 ans vont toujours à l'école, mais avec des horaires aménagés, soit le matin, soit l'après-midi, ce qui permet d'éviter peut-être la cantine. Pour les plus de 14 ans en Italie, à partir de la 4e, la situation est préoccupante. Un quart des régions seulement a rouvert ses établissements scolaires et seuls 50% des cours sont en présentiel, et ça depuis le mois de mars. Certains élèves n'ont eu que 3 semaines de cours sur place depuis 1 an. Beaucoup d'autres pays européens ont décidé de laisser les enfants à la maison en janvier. Allemagne, Autriche, Grèce, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, entre autres. Dans ces pays, les dates de réouverture changent évidemment en fonction de la situation sanitaire. Par exemple, en Angleterre, les autorités évoquaient un retour après les vacances de février. Mais l'agence de santé vient de retoquer le plan massif de tests à l'école envisagé par le gouvernement. Alors ce calendrier est sans doute mis à mal. En Autriche, les élèves devaient revenir lundi prochain, mais la rentrée a été reportée. Mais qu'en est-il, Élise, du couvre-feu et du confinement? Alors là encore, l'Italie et l'Espagne ont fait le même choix que la France, couvre-feu. En Italie, par exemple, c'est à 22h, mais en journée, les Italiens ne font pas ce qu'ils veulent. Interdiction, par exemple, de sortir de sa région. On ne peut pas non plus sortir de chez soi si on est plus de 2 adultes et une seule fois par jour. En Espagne non plus, on ne sort pas de sa région et parfois même de sa ville sans justificatif. Beaucoup d'autres pays européens ont, eux, imposé un confinement strict ou partiel. La Grèce, le Portugal, le Danemark, l'Autriche, avec des mesures différentes. Au Royaume-Uni, par exemple, pas de masque en extérieur, pas besoin d'autorisation écrite. En Irlande, interdiction de dépasser un rayon de 5 km autour de chez soi et on ne peut pas se rassembler au-delà de sa bulle sociale, c'est-à-dire son foyer, plus un autre foyer seulement. En Allemagne, plus de 20 000 cas par jour cette semaine. Alors, la chancelière Angela Merkel a plaidé aujourd'hui pour un renforcement des restrictions. Par exemple, les pistes, c'est imposer le télétravail et fermer les transports publics. Un verrouillage complet est nécessaire selon l'Institut national allemand de veille sanitaire. En Espagne, le gouvernement parle de risque extrême
dans le pays. Hier, Jean Castex a lui indiqué que la situation en France était maîtrisée mais fragile. On voit que dans le langage, pour l'instant, Paris est moins alarmiste que ses voisins. Merci Élise. Élise Delève de la rédaction internationale de France Info. Il est 13h20, l'heure du fil info de Laurent Doulsan. Toute la France sera soumise à partir de demain à un couvre-feu dès 18h pour au moins 15 jours, a dit hier soir Jean Castex. Mais le Premier ministre n'exclut pas un reconfinement si l'épidémie prend plus d'ampleur. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, invité ce matin de France Info, confirme que ce reconfinement est toujours une option sur la table. Gabriel Attal est également revenu sur les contrôles aux frontières renforcés et sur les tests obligatoires pour tous ceux qui reviennent de pays hors de l'Union européenne. Selon lui, la mise en place de tests entre pays de l'UE est aussi tout à fait possible. La priorité des priorités, c'est le vaccin, a déclaré hier soir Jean Castex, en détaillant avec son ministre de la Santé la marche à suivre pour les plus de 75 ans. Après un démarrage poussif hier, le site santé.fr doit monter en puissance pour permettre la prise de rendez-vous. Les candidats au vaccin disposent aussi maintenant d'un numéro vert pour s'inscrire, le 0800 009 110. 8 départements de l'Est de la France restent placés en vigilance orange neige verglas. Pas-de-Calais est toujours en alerte crue. Ces intempéries empêchent la circulation des cars scolaires dans les Ardennes, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et les Vosges. Dans toute l'Alsace, 12 000 foyers sont privés d'électricité. À 5 jours de son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden dévoile un très ambitieux plan de relance de l'économie américaine. Un plan d'un montant de 1900 milliards de dollars pour venir en aide aux entreprises mais aussi aux ménages. Joe Biden promet des millions d'emplois dans l'industrie mais aussi dans les activités innovantes et respectueuses de l'environnement. France Info, l'environnement justement. Marie Moisan, notre invitée, bonjour. Responsable de projet précarité énergétique au sein du réseau pour la transition énergétique. L'Observatoire national de la précarité énergétique vient de publier son bilan annuel et ce chiffre, 3,5 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique aujourd'hui en France. Avant qu'on entre dans les détails, comment définit-on, Marie Moisan, la précarité énergétique? Alors, il y a plusieurs manières de définir. Pour faire simple, je dirais qu'en pratique, ça revient pour un ménage à ses moyens, pas du tout en fonction de ses besoins ou de ceux de son logement, soit en consacrant une part très importante de ses revenus à ses factures d'énergie, soit en renonçant à se chauffer et donc en ayant froid chez lui. Près de 12% des Français dans ce bilan ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Ce chiffre, il a évolué comment au cours des dernières années? Ça s'aggrave? Alors ça dépend un peu des années et de la météo. Donc, globalement, on n'a pas une amélioration flagrante de la situation des ménages concernés. C'est lié à l'augmentation des prix de l'énergie qui est continue et soutenue, et puis aussi à une stagnation des revenus des ménages. On a plutôt une augmentation et une aggravation du phénomène dans le temps, avec le basculement de ménages qui étaient jusqu'ici épargnés dans cette situation. Et ce sont les plus jeunes qui ont le plus de mal à payer ces factures d'énergie? Alors effectivement, c'est un peu une des nouveautés, si je puis dire, de l'observation, parce que ça ne doit pas être une nouveauté en effet. Les 18-35 ans sont particulièrement touchés par le phénomène. Ça s'explique notamment parce qu'en général, ils ont sans doute des revenus un peu moins élevés, et puis parce qu'ils sont moins enclins à choisir un logement qui leur permettrait de se protéger de ces phénomènes de précarité énergétique. Et justement, pourtant, on a l'impression que les chauffages s'améliorent, que les logements sont mieux isolés, non? Eh ben non. Il y a encore trop de passoires thermiques encore. Il y a beaucoup de passoires thermiques en France. Il faut comprendre que le parc de logement français est très ancien. Il a été construit sans aucune réglementation thermique, sans isolation, pour la grande majorité des logements disponibles. Et les prix de l'énergie, en fait, progressent beaucoup plus vite que le rythme des rénovations qu'il faudrait faire pour qu'on puisse protéger les plus modestes, et tout un chacun de ces augmentations à venir des prix de l'énergie et donc des factures qui risquent d'aggraver la situation des ménages, particulièrement cette année en situation de crise sanitaire et de confinement qu'on a pu connaître l'année dernière. C'est particulièrement vrai. Moins d'argent disponible pour ces ménages et des factures qui sont en suspens mais qui vont reprendre prochainement, puisque la trêve hivernale va s'arrêter à la fin du mois de mars. Et donc il y a un risque de cours d'énergie très fort pour les ménages les plus modestes en France. Aggravé par le confinement du fait aussi que le télétravail, ça augmente la facture? Tout à fait, c'est vrai. Alors, les études montrent que finalement, c'est pas si flagrant que ça, mais les autres dépenses ayant explosé, notamment celles liées à l'alimentation et à l'eau, consommation d'eau, la part de toute manière disponible pour payer ces factures d'énergie se réduit drastiquement.
Et le confinement, c'était au printemps. Si on a un deuxième, ce sera en hiver, et là, ça risque de faire encore plus mal. Il y a un effet double peine aussi, Marie Moisan. Ce sont les plus précaires qui payent le plus en proportion. Oui, absolument. En proportion, ça paraît logique, hein, en proportion de leurs revenus, évidemment, ils payent plus cher. Et on le voit d'ailleurs sur le temps long, les dépenses contraintes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du fait de choix des ménages les plus modestes, atteignent 50% de leurs revenus. Donc le logement, les factures d'énergie, tout ça, quand il n'est que de 25% pour les catégories les plus aisées. Et ce sont donc 3,5 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Merci beaucoup Marie Moisan d'avoir accepté notre invitation cet après-midi, responsable de projet précarité énergétique au sein du réseau pour la transition énergétique. De quoi rêvez-vous la nuit en ce moment et depuis le début de la pandémie? On est au Royaume-Uni. Le musée de Londres veut recueillir les rêves de la pandémie. Une grande consultation a été lancée par mail. Elle s'achève aujourd'hui. L'objet est simple. Racontez-nous vos rêves depuis l'arrivée du virus. Bonjour Richard Place. Bonjour. Cette opération, elle s'appelle les gardiens du sommeil. Et grâce à toutes les réponses collectées, le musée va maintenant mener des entretiens audio à distance pour ensuite les publier sans analyse ni interprétation, Richard. Oui, l'idée générale, c'est de montrer que le virus est partout, jusque dans notre sommeil. Le Covid-19 change nos vies depuis bientôt 1 an, la maladie et toutes ses conséquences, les restrictions, la peur pour soi et pour les autres, l'espoir d'un remède. Alors bien sûr, dans les rêves que nous faisons ces derniers mois, il y a plus de cauchemars que d'habitude. Une étude menée au Brésil lors de la première vague montre que 25% des gens faisaient au moins un cauchemar par semaine, avec parfois une vision très claire de la pandémie et de ses conséquences, mais aussi des thèmes qui reviennent souvent, la crainte pour les plus âgés, l'isolement, l'éloignement, des situations dangereuses. D'ailleurs, Google a enregistré une nette augmentation des recherches avec l'intitulé « Rêves étranges » depuis le début de la pandémie. La conservatrice du musée de Londres veut recueillir ces souvenirs enfouis dans notre sommeil, une représentation des divagations de notre esprit dans cette période si particulière. Et ça intéresse alors beaucoup.